Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine du Togo, processus de réconciliation et d'unité nationale à l'épreuve des préjugés coloniaux de 1914 à 1991. C'est un ouvrage de docteur Evalo Uyao. Il est historien, journaliste, premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun du Togo. Il est avec le professeur Risso Hanam Bachana, historien, enseignant, chercheur à l'université de Lomé. Pour cette seconde partie, je voudrais surtout qu'on parle de la place de ces préjugés coloniaux dans la genèse et la consolidation de l'opposition nord-sud. On va commencer par là, tant de rappeler aux fidèles téléspectateurs qui sont déjà très nombreux à nous écrire, à continuer à envoyer leurs questions. Je rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Alors, docteur Rivalo, la question à vous, en quoi les préjugés ont consolidé la division nord-sud dans votre pays? Voilà. Comme je le disais au cours de la première partie du débat, la perception que le blanc avait eue donc, des différents groupes ethniques a dans une certaine mesure et plus largement et disons dans une certaine mesure influencé ses choix sociopolitiques. Économique aussi. Et voilà, et économiques. Et M. Bachana l'a effleuré. Vous verrez que pendant pratiquement 3 décennies ou un peu plus, on a assisté à un balai, n'est-ce pas, de transfert de main-d'œuvre du Nord pour venir travailler au sud du pays. Et donc, chaque année et au cours de toute l'année, des brigades de travailleurs se succédaient au sud pour travailler. Et ces peuples du sud et du nord étaient amenés au sud dans l'état dans lequel le blanc les a trouvés, c'est-à-dire sommairement vêtus, ou, si vous voulez, vêtus, comme je l'ai décrit, avec des peaux de bête, ou bien avec des nervures de palme, etc., etc. Ce qui était normal dans leur univers culturel ne l'est pas forcément dans le contexte où on les amenait à travailler, c'est-à-dire au sud du pays. Voilà ces peuples que le colonisateur transfère, pas pour travailler dans leur zone culturelle, mais pour travailler en dehors de leur zone culturelle. Et dans quelles conditions? Puisque au moment où, par exemple, le blanc soumettait les peuples du Nord à ces travaux, bien des peuples du Sud avaient des traitements de faveur, c'est-à-dire on ne leur demandait que pour certains services, c'est-à-dire d'apporter la nourriture aux travailleurs. Ou de superviser le travail. Pas de superviser, au moins en tout cas d'apporter la nourriture aux travailleurs et d'acheter donc, et on leur permettait également d'acheter, c'est-à-dire que dans le cadre des impôts, il y avait certains compatriotes du Sud, par exemple en Europe, Palimé, etc. Le blanc leur avait accordé la faveur de racheter les travaux. Mais au peuple de l'intérieur, il vous était interdit de racheter le travail, même si vous avez les moyens, on va vous demander de venir payer l'impôt en travaillant sur les chantiers de chemin de fer, de routes, de construction d'écoles, de dispensaires, etc., etc. Donc, du coup, ça a développé un complexe de supériorité Exactement. ou Voilà. d'infériorité. Tout à fait. Tout à fait. La manière dont ils étaient amenés ici et la manière dont ils étaient travaillés, n'oubliez pas, ils étaient parfois enchaînés. D'autres étaient enchaînés et parfois d'autres travaillaient dans des conditions pénibles. Et ils étaient maltraités par même les surveillants blancs. Et on assistait bien souvent donc, à des révoltes sur les chantiers. Et tout cela, ça se passait devant les compatriotes du Sud, qui peu à peu, puisqu'ils bénéficiaient d'un traitement de faveur, ont commencé par se dire qu'effectivement, comme le dit le blanc, nous sommes supérieurs aux gens du Nord. Mais je suis intéressé maintenant de savoir
comment ces perceptions ont évolué. Est-ce que le professeur Bachana se sent petit quand il est dans son amphi, venant du Nord pour enseigner, ou il a pu dépasser ses représentations aujourd'hui pour se construire sa propre personnalité? Il aurait été intéressant d'avoir ce point de vue. Mais vous avez la réponse à votre question. Professeur Bachana, c'est pas quelqu'un qui peut se sentir petit. Au contraire. Maintenant, comment vous êtes arrivé à ne pas intérioriser ces représentations? Non, ces représentations ne me concernent pas. Elles ne me concernent pas, elles ne me concerneront pas. Mais ce qu'il faut dire et qui est vrai, même si les populations du Sud ont eu un traitement de faveur, il faut aussi noter que les premiers surveillants sur les chantiers n'étaient pas des Blancs. Donc, le premier patron de l'homme du Nord qui est affecté à des travaux au Sud est le surveillant du Sud. Donc, son premier patron, ce n'est pas le Blanc, c'est le Sud. C'est pour ça qu'effectivement, il s'est créé une sorte de complexe d'infériorité de celui qui vient du Nord et, à contrario, une sorte de complexe de supériorité par rapport à l'homme du Sud. Il faut aussi relever que, comme c'est au Sud qu'il y a eu les premières écoles, ce sont ces populations-là qui ont été caractérisées, on l'a dit, comme les plus intelligentes. Donc, les premiers administrateurs subalternes qui devraient accompagner l'administration coloniale étaient du Sud. Et donc, les premiers enseignants, lorsque l'école a été créée au Nord, les infirmiers, lorsque les centres de santé ont été installés au Nord, même les présidents ingénieurs, etc., sont du Sud affectés au Nord. Et au Nord, effectivement, c'est le professeur Ali Napo qui, dans une intéressante étude, le prouve très bien qu'au Nord, les populations du Sud se sont comportées comme des Blancs à la place du Blanc. De sorte que, et il le dit assez clairement, et c'est eux qui ont épousé les plus belles filles de l'époque du Nord. Les filles des chefs sont destinées aux fonctionnaires qui est arrivé du Sud. Et justement, comme dans l'administration coloniale, le Blanc ne partait pas souvent avec le métis, qu'il laissait sur place à la charge de sa mère, dans le cas du Nord, effectivement, beaucoup de fonctionnaires du Sud affectés au Nord, lorsqu'ils ont été réaffectés, effectivement, ne sont pas partis avec les enfants. Et ces enfants-là, voyez-vous, ils se trouvent dans une sorte de société intermédiaire. Parce que la fille du Nord qui a épousé l'homme du Sud pense aussi qu'elle a atteint une sorte de supériorité. Elle ne veut plus épouser l'homme du Nord, qu'elle trouve elle aussi rustre. Et donc, voilà, c'est ce que je disais. C'est justement ce que nous avons fait de ces préjugés-là. Voilà. Et que sont-ils devenus aujourd'hui? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Il faut dire que le temps fait son chemin. Bien entendu, le travail de M. Ouiaou s'est arrêté en 91. Il est fort possible que les réalités de 91 ne sont pas celles de 2021 ou celles de 2022. Donc, après les indépendances, effectivement, et il le disait à la fin de la première partie, on a pu penser que le président Olympio avait un traitement de faveur vis-à-vis des populations du Sud. Mais bien entendu, lui aussi, et puis il faut dire que le président Olympio est un Afro-Brésilien. Et un Afro-Brésilien, nous sommes dans la perception, non, nous sommes dans les stéréotypes et dans les perceptions. Effectivement, même sur la côte, quand on dit que les populations de la côte sont plus évoluées, à l'intérieur, on va se rendre compte que les bourgeois qui étaient les Afro-Brésiliens se considéraient encore plus supérieurs qu'aux autochtones. Voilà. Donc, le président Sylvanus Olympio était un Afro-Brésilien et vous pouvez imaginer qu'il ait une sorte de fierté. Cette sorte de fierté... de condescendance. Oui, absolument. Donc, je suis d'accord avec le docteur Ouiaou lorsqu'il dit que le président Olympio n'est pas responsable de tous les maux dont il est accusé. Mais en même temps, je voudrais dire que l'administration française également était dans son rôle.
elle était dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle est venue pour administrer, pour coloniser, on va dire, pour exploiter. Et donc, tout ce qu'elle pouvait mettre en œuvre pour lui permettre d'asseoir son exploitation, elle a fait. C'est ce qu'on appelle la politique de diviser pour régner. Oui. Maintenant, comment est-ce que nous, en tant que Togolais, avoir repris les rênes de l'administration, comment est-ce que nous gérons cette situation? Comment travailler de sorte que nous puissions progressivement dépasser ces stéréotypes, ces préjugés, dans une perspective, on va le dire, de réconciliation et d'unité nationale. Encore faudrait-il reconnaître ou se rendre compte de leur présence. Ces stéréotypes, et c'est en cela que le travail du docteur Uyao devient pertinent. On va commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. Vous avez compris notre fidèle Richard Tagba de Kara, 91 62 16. 91 62 16. Bonjour et sincères salutations et félicitations à M. Uyao pour le travail abattu dans le cadre de l'indemnisation des victimes de la bêtise humaine. Richard depuis Kara. Je pense que c'est très bien choisi et pertinent pour notre bon vivre et réconciliation, car comme on peut le constater à la minute où nous parlons, il y a un profond clivage entre nous, les peuples togolais, le nord et le sud, ce qui freine dangereusement le développement de notre pays. Même dans les conditions, dans les actions pour développer notre pays, cela se remarque. Le nord est très désavantagé dans ce sens et le plateau ne me dira pas le contraire. Que faire, nous dit Richard Tagba. Sur cette question, Gilles, il ne faut pas s'inscrire dans une logique d'une zone qui a été avantagée par rapport à une autre. Voilà. Il faut le dire, le déséquilibre en termes de développement est ancien. Et il faut plutôt noter les efforts qui sont faits pour une sorte d'équilibrage. Bien entendu, ça ne peut être que le résultat d'un processus. L'équilibre de développement entre ce qui est considéré comme les zones du nord et les zones du sud ne peuvent pas être décrétés. Donc on ne peut pas rougir de l'état de développement aujourd'hui du nord en lien avec ce que nous avons connu il y a quelques années. 99, 98, 13, 99, 98, 13, c'est Gide, on dit de Baguida. Un bonjour particulier au professeur Essonan Badjana, dont j'ai été étudiant, et au professeur Uyao Evalo. Le processus de réconciliation du peuple togolais a été confronté à beaucoup de facteurs, tels que le clivage ethnique, l'instrumentalisation des ethnies par les puissances coloniales, telles que la France. On note aussi des divisions pendant la lutte pour l'indépendance, telles que les nationalistes cultes et pro-français PTP. Il y a aussi certains préjugés basés sur les ethnies du Nord. De plus, l'élite politique togolaise a soulevé à un moment de l'histoire certaines ethnies contre d'autres. La réconciliation doit être le fruit d'un travail ardu et coriace. On note aussi le privilège réservé à certaines ethnies lors des concours d'entrée à la fonction publique, qui est aussi un frein. Donc bonjour au professeur Bachana, que j'admire donc tant depuis que je fus son étudiant pour son objectivité. Alors, Dr Uyao, finalement, comment ces préjugés et les antagonismes qu'ils ont engendrés ont pu freiner le raffermissement de la réconciliation au Togo? Voilà, et je crois que on ne peut pas dire ça en une phrase, hein, parce que c'est une thématique assez complexe, et donc on ne peut pas dire ça en une phrase. Nous avons, en introduction donc, de ce deuxième chapitre, je disais que la structure de la société togolaise, que ce soit sur le plan économique et politique, est une conséquence directe, enfin l'une des conséquences directes des préjugés coloniaux. Je vais vous donner un exemple. La question d'infériorité dont il parle, bon, je ne vais pas y revenir, parce que même quand on amenait les brigades de travailleurs ici, ce n'est pas seulement l'administration coloniale qui les utilisait, mais aussi on les donnait à des particuliers autochtones du Sud qui les utilisaient. Est-ce que vous comprenez? Quand ces travailleurs du Nord venaient, l'administration coloniale les amenait, il y avait une partie même qui était donnée à des particuliers, par exemple, le grand-père de Sylvanus, le père de Sylvanus Olepio en prenait tout le temps. Et il faut voir quels sont les traitements qui leur étaient réservés. Et d'ailleurs, il y avait eu entre-temps une inspection de l'administration coloniale qui est partie pour décrier en quelque sorte les conditions dans lesquelles ils étaient utilisés. Mais en réalité, les conditions que l'administration décriait, c'est dans les mêmes conditions
qu'elle traitait ses travailleurs. Mais comme ces conditions-là ont été reprises à leur propre compte par les autochtones, l'administration coloniale pense que les autochtones ne peuvent pas, les compatriotes du Sud ne peuvent pas les traiter de cette façon parce qu'eux autres, ils traitent ces travailleurs de cette façon. C'est pour vous dire que lorsque le blanc sécrète quelque chose et le noir le prend à son propre compte, le noir est invertivé. Donc, en quelque sorte, c'est à partir de là, ils ont commencé même à dire, par exemple, au peuple du Nord, vous voyez, c'est vos compatriotes même du Sud qui vous maltraitent de cette façon. Hein. Vous dites que nous vous maltraitons, mais nous, on vous traite mieux que vos compatriotes du Sud, en quelque sorte. Il y a donc ces questions. Maintenant, revenons à votre question. Prenons un petit exemple et partons des années 45 qui marque grosso modo la naissance de la vie politique au Togo. La première conférence nationale, si j'ose l'appeler ainsi, de mai 45, lorsque il était question d'implémenter ou en tout cas de mettre en œuvre les recommandations de la conférence de Brazzaville de 1944, il était question d'inviter les représentants de la population togolaise pour que ces représentants de la population togolaise puissent faire des propositions en vue de mettre en œuvre les recommandations suggérées par la conférence de Brazzaville, qui recommandait en quelque sorte ou qui proposait une colonisation renouvelée. C'est-à-dire, on donne, d'ailleurs, le professeur Bachana a fait l'étude d'un des aspects, la liberté de la presse, par exemple. Ce n'est qu'en 1945 ou 1946 qu'on a donné la liberté de la presse, la liberté d'association, etc., etc. Donc il était question de voir comment on pouvait mettre en œuvre, on pouvait donner quelques libertés, juste sans remettre en cause l'ordre colonial qui est établi. On invite à cette conférence et c'était le gouverneur, si j'ai mon bonne mémoire, le gouverneur Noutari, Jean Noutari, qui était chargé d'organiser la conférence au niveau du Togo, de la colonie du Togo, dont il avait la charge. Jean Noutari invite au total environ 92 autochtones qui représentaient tous les secteurs. Il n'y avait même pas un seul représentant des peuples du Nord. Et comment il justifie ça? Au début de la conférence, il y a un représentant du parquet, des fonctionnaires du parquet de Lomé, sans vie d'auteur, qui leur pose la question. Mais les recommandations qui sont prévues pour être mises en œuvre, est-ce que ça concerne tout le Togo ou bien ça concerne seulement le Sud? Jean Noutari dit, ça concerne seulement le Sud. En effet, personne du Nord n'a été invité parce que pour les mutations politiques, l'évolution politique qui est envisagée, c'est seulement pour le Sud. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour la première conférence, personne n'a été invité. Un an après, il y a eu les élections de 1946 pour la mise en œuvre, en place de l'embryon de ce qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale. Les conditions d'élection. Pour être éligible ou électeur, n'étaient basées que sur les stéréotypes. On vous liste les conditions. Il faut être détenteur d'un permis de chasse. Il faut être un fonctionnaire de l'État. Il faut être fonctionnaire. Il faut être membre du conseil d'administration. Il faut être membre du conseil d'un notable, etc., etc. Et pour couronner tout, il faut savoir lire et écrire. Résultat, sur le nombre total des électeurs, le cercle d'Anera, le nombre d'électeurs du cercle d'Anera était égal au nombre d'électeurs de tout le Nord. En conclusion, les élections de 1946 se sont passées sans le Nord, si j'ose dire, même si, en définitive, des délégués du Nord y étaient, n'est-ce pas, élus. Voilà. Donc, pour te dire les conséquences de ces stéréotypes, à partir donc de ces stéréotypes, les critères d'éligibilité ont été établis par l'administration coloniale et on a empêché toute une région qui n'a pas pris part à un débat politique national. Et cela a démontré clairement que c'était sur la base
n'est-ce pas, de ces considérations que l'administration avait, n'est-ce pas, fixé les règles du jeu. Et vous avez fait quelques démonstrations jusqu'à l'élection de Sylvanus Olympio. On peut considérer aussi que cette élection s'est faite sans trop de représentation des populations du Nord. Non, pour les élections de 58, il n'y avait même pas d'anicroche. Même si il n'y avait pas d'anicroche, même si on peut considérer que, parce qu'après, il ne faut pas, même le professeur Bachana a fait cette étude, ne nous trompons pas, l'administration coloniale s'est bien jouée. À partir de 51, quand elle savait que Sylvanus Olympio, qui était président de l'Assemblée représentative du Togo, luttait contre ses intérêts, elle a en même temps tourné ses vestes et a commencé aux populations du Nord. Par donner massivement des droits de vote aux populations du Nord. Et Sylvanus Olympio a protesté contre cet octroi massif de droits de vote aux populations du Nord, au Conseil et à la tribune de la SD, des Nations Unies. Voilà, du Conseil des Nations Unies. Et Sylvanus Olympio disait, je crois que vous l'avez même dit dans votre recherche en question, qu'il ne comprend pas pourquoi on peut octroyer le droit de vote à des populations arriérées qui ne peuvent pas exprimer valablement ce qu'ils désirent au même moment où les populations du Sud, qui sont des populations évoluées, n'ont pas eu le même nombre, une augmentation similaire du nombre d'électeurs. Qu'est-ce que l'administration coloniale a fait? Au même moment, elle a pris la portion du discours de Sylvanus Olympio qui insultait le peuple du Nord pour aller propager au peuple dans les régions du Nord que, voilà, Sylvanus Olympio vous traite de sauvages, que vous êtes des arriérés, que vous êtes des peuples de brousse, etc. Sylvanus Olympio n'a pas inventé ça. C'est l'administration coloniale elle-même qui a fait savoir au peuple du Sud qu'il s'agit là des peuples sauvages. Mais, professeur Bachana, le travail du docteur Uyao devient intéressant. Le travail du docteur Uyao est intéressant. Mais je voudrais dire que l'administration française était dans son rôle. Tout à fait. Elle était dans son rôle, c'est d'exploiter au mieux les populations. C'est d'exploiter au mieux le territoire. Et justement, elle a usé et utilisé de toutes les stratégies pour diviser afin de mieux asseoir son autorité sur le territoire. Mais comment se fait-il que les autochtones, à leur tour, maintenant, ont repris à leur compte? Justement, voilà. C'est là où je pense que c'est ce qu'il faut creuser. C'est ce qu'il faut creuser. Pour moi, le fait que l'administration coloniale traite les populations relativement aux monographies qu'elle a commandées et qu'elle met en œuvre n'est pas encore un problème. Maintenant, comment nous, en tant que citoyens, nous sommes appropriés ces stéréotypes-là, ces préjugés-là, et comment nous les exploitons? Voilà. Effectivement, on peut avoir l'impression que, au sortir de la colonisation, donc les premières années qui ont suivi les indépendances, on peut être tenté de conclure que, effectivement, les autorités qui ont pris la relève de l'administration coloniale se sont appuyées sur ces stéréotypes-là, sur ces préjugés-là, pour administrer. Bien entendu, lui, il parle et il tente de blanchir Sylvanus Olympio par rapport à tout ce qui lui est reproché, mais il me semble aussi que le président Yadema n'a pas fait autre chose. Le président Yadema n'a pas fait autre chose, à l'inverse, bien évidemment, dans sa tentative, ce que Tagba appelle d'équilibrer. Dans sa tentative de discrimination positive, le président Yadema n'a pas fait autre chose. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est vrai qu'il s'arrête en 1991, oui, en 1991 encore, le président Yadema souffrait d'une sorte d'insuffisance de légitimité. Il faut avoir le courage de le dire, d'insuffisance de légitimité, et notamment par rapport au peuple du Sud qui estime que non, c'est pas lui, c'est pas quelqu'un comme lui qui devrait les gouverner. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et
dans bien décrit les anciens ministres de Sylvanus Olympio, et bien après, on peut dire que, bon, on ne peut pas porter le chapeau à un genou pendant que la tête est là, faisant référence à, justement, à ce qu'il estimait que quelqu'un, entre griffes, qui vient de la brousse, voyez-vous, qui vient de la brousse, ne peut pas avoir cette légitimité-là pour gouverner ceux de la ville. Du coup, est-ce que, au fond, pour parler du Togo d'aujourd'hui, il n'y a pas ce sentiment, un sentiment revanchard finalement, pour dire que, bon, ceux qu'on qualifiait de peuple de la bourse, hier, aujourd'hui, sont aux affaires, et donc on va leur faire voir de toutes les couleurs. Je l'ai lu dans un roman, c'est de la fiction, mais ça rencontre un peu de la réalité, dans un roman de Agbad de Landa. Bon, je n'ai pas lu ce roman, mais pour effectivement revenir sur l'impact de ces coloniaux dans la gouvernance, parce que là, il va falloir qu'on aborde un peu les différentes crises que le pays a connues et ce qui nous permettra de situer bien l'impact de ces préjugés. Je prends par exemple simplement la crise, parce que moi, nous sommes tous des historiens. Nous ne sommes pas là pour blanchir des chefs d'État. Je ne blanchis pas le président Sylvanus, mais je fais des analyses par rapport à certains actes de l'administration coloniale et par rapport également à l'étude que j'ai faite. Quand par exemple un Français écrit comme ça en 1963 que le président Olympio ne voulait pas du tout entendre parler des gens du Nord dans l'administration, alors que c'est eux-mêmes les Français qui sont à la base de cela, il faut s'interroger. Maintenant, revenons sur la crise de 63 par exemple. Il vient de dire tout de suite qu'effectivement, le président Yadema a toujours souffert de crise de légitimité. D'ailleurs, c'est en 2017 que j'ai publié un ouvrage sur son passage dans l'armée française qui a montré que c'était un sous-officier très brillant. Mais avant cela, qu'est-ce que nous n'avons pas lu dans les écrits des gens? Les gens ont même tenté de faire croire à la population que Yadema c'était un cuisinier. Un cuisinier. Et Yadema ne connaît même pas le chemin qui amène à la cuisine. Avant de finir l'armée, quand il quittait le Niger, il était commandant de compagnie. Alors qu'il était sergent-chef, il était commandant de compagnie devant des lieutenants blancs, parce qu'il était sergent-chef de première catégorie. À l'époque, ce n'est pas n'importe qui devient sergent-chef de première catégorie. Parce qu'il y a les sergents-chefs. Vous êtes sergent-chef ou bien sergent ou caporal. Il y a caporal-chef ou caporal de première catégorie donné au noir. Quand, par exemple, tu veux devenir sergent-chef blanc, là, tu passes des concours. Le président Yadema a passé ce concours avec l'actuel commandant Gado à Parakou en 1959 pour le compte de toute la OF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française. Il en était sorti premier. Gado était deuxième. Le capitaine Lanson, paix à son âme, n'avait pas réussi, mais il est resté très fidèle à Yadema et il est fini dans l'armée capitaine quand il est revenu. Pas Lanson Merlot, un autre Lanson. Mais ils ont fait tous par rapport. Donc, contrairement à ce que les gens avaient raconté, c'est un militaire d'une grande valeur, tel que je l'ai étudié. Maintenant, revenons à la crise de 63. Voilà des militaires qui sont arrivés et qui sollicitent leur intégration dans l'armée. En réalité, ces militaires devaient constituer le noyau, l'embryon de la future armée. Le président Sylvanus Olympio avait aussi son agenda politique. Si par exemple, il comptait recruter les abolitionneurs, c'est-à-dire la milice de son parti, il n'avait pas totalement tort. Mais là où il avait péché, par exemple, c'est de refuser catégoriquement, malgré l'intervention de Maîtrier, qui était, n'est-ce pas, son chef d'état-major, le commandant Maîtrier, malgré l'intervention du capitaine Kléber Dadjo, qui lui a fait même un mémo pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il vaut mieux d'intégrer ces soldats. Parce que c'est des gens qui ont acquis des connaissances
et qu'il faut absolument intégrer dans l'armée. Alors, qu'est-ce que Sylvanus Olympio a dit? Il a dit tout simplement que, pourquoi ils insistent à rentrer dans l'armée alors qu'il a créé 2 secteurs de modernisation de l'agriculture où ils peuvent valablement être employés, d'autant plus que, avant d'être recrutés dans l'armée, ils étaient des cultivateurs. Il l'a dit. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le blanc a mis dans notre subconscient que le cabiai n'a que 2 champs d'activité où il peut bien évoluer. Si ce n'est pas dans l'armée, c'est dans l'agriculture. Or, Olympio ne voulait pas d'eux dans l'armée. Donc, s'il ne voulait pas d'eux dans l'armée, il ne restait qu'une seule voie, c'est le champ. Alors, il ne pouvait que leur demander d'aller cultiver. Et Théophile Mali, qui était aussi son ministre de l'Intérieur, qui a pris part au dernier débat et à la dernière discussion entre, d'une part, lui et les 2 officiers qui étaient partis pour négocier l'intégration des militaires, à savoir le lieutenant James Assela et le capitaine Cléber Dadjo. Et Théophile Mali aussi n'était pas du reste, et il a pris la parole pour renchérir, pour donner raison au président Sylvanus Olympio qu'il avait raison de demander aux autres d'aller cultiver, et il demande à Cléber Dadjo d'aller donner les ordres à ses cultivateurs, car si leurs ordres leur sont donnés par leurs supérieurs hiérarchiques, ils ne feront que respecter. Alors, si ce n'est pas que nous avons été pris au piège de ces préjugés, je crois que le président Sylvanus Olympio pouvait commencer par exemple, intégrer les plus méritants, pas forcément dans l'armée, mais dans les autres secteurs de l'activité, comme l'a préconisé d'ailleurs une autre que lui avait faite Métrier et recommandée aussi par le capitaine Dadjo. Nous allons aborder les derniers aspects de cette émission et on va prendre quelques téléspectateurs encore. 91 21 50 non pas 91 93 21 50 93 21 50. Bonjour le plateau, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une véritable réconciliation au Togo si on voit aujourd'hui dans les prisons, les prisonniers politiques, les exilés politiques, Makou depuis Bafilo? Non mais attends, là c'est simple. Attendez. Le processus, prenons les grandes nations. Vous allez en France, donc il n'y a plus de prisonniers en France. Il y a plus, quand en France, les gens sortent pour faire les manifestations, est-ce qu'il n'y a pas de maintien d'ordre? Par exemple, dans un pays, dans les pays démocratiques, si par exemple des gens font des manifestations accompagnées de violence, ils sont applaudis. Mais du reste, on ne peut pas, la société togolaise ne peut pas être une société en stagnation. Nous évoluons. Et s'il y a un régime qui dirige, il doit avoir une opposition. Si l'opposition est dans son rôle, évidemment, elle doit critiquer, etc., etc. Mais si, par exemple, quelqu'un se met en travers de la loi, mais la loi s'appliquera. Il n'y a pas une démocratie qui n'est pas encadrée par les règles. Je crois que notre ami doit partager avec nous que toute démocratie est encadrée par des règles. 90 33 81 90 33 81. Votre invité, M. Yaou, parle des Kotokoli. Il a oublié un détail très intéressant qui est l'islam, qui était déjà une autre civilisation. Et il faut dire que, relativement au peuple du centre, et ce qu'on peut convenir d'appeler aujourd'hui les Kotokoli, qui eux-mêmes s'appellent les Tem, il y a plusieurs souches qui ont constitué aujourd'hui la communauté vulgairement appelée Kotokoli. Il y a les souches autochtones, notamment les Mola. Puis les souches allochtones, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés au centre-là au travers le commerce du sel et de la cola. Ce sont pour la plupart les peuples Madeng. Et aujourd'hui, ils se reconnaissent à Sokoré à travers leur nom. Ce sont les Fofana, ce sont les Keïta, ce sont les Touré, ce sont les Kaoré qui, justement, ont apporté l'islam à Sokoré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, c'est vrai qu'il y a un grand débat sur la question, il y a une sorte de division du pouvoir dans le milieu. Les Molas, qui sont donc autochtones,
sont détenteurs du pouvoir, du pouvoir politique. C'est-à-dire, c'est eux qui peuvent être chefs. Les Wuro, un Touré, un Traoré, un Fofana ne peut pas être Wuro. Un Wuro, c'est un Mola. Par contre, ce sont les Mola qui sont imams. Non, plutôt, ce sont les Agoma. C'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Donc, les peuples madingues là, qui sont imams. Donc, il y a une sorte de division du pouvoir. Les Mola ont le pouvoir politique et les Agoma, c'est-à-dire les Traoré, les Fofana, etc., ont l'imama. Même si aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a un gros débat sur cette question. Nous allons conclure notre émission. Et Christophe, depuis Atapamé, me permet de faire la transition 90, 87, 49, 90, 87, 49. Bonjour chers panélistes, historiens, bonjour spécial au professeur Bachana, membre du jury de ma présentation de mémoire au département d'histoire à l'Université de Lomé. Que proposez-vous aujourd'hui pour remédier à ce clivage ethnique dans les administrations, dans les écoles, au sein de la population, toujours d'actualité malgré les efforts de réconciliation pour les effacer? Christophe qui vous écrit, Dr Biya. Oui, effectivement. Que faire? Oui, effectivement. Vous voyez, on peut être tenté de croire que les choses n'évoluent pas positivement. Et moi qui traite de la question, je peux quand même dire que le Togo de 1963, par exemple, quand on étudie comment le pays était en 1963 et dans les années 90, ce n'est pas la même chose. Avant, par exemple, je vous donne un exemple, Gilles. Avant, quand tu prends un compatriote du Sud, pour parler d'un frère du Nord, il dit que c'est les Kabletors. C'est-à-dire que tous les peuples du Nord étaient mis dans le même palier. Les Kabyais. Et vice-versa, quand les Kabyais veulent parler d'un parent du Sud, il dit Arunama, c'est-à-dire les Mina, les Aruna. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, si un compatriote du Sud veut parler d'un homme du Nord, il est capable de dire, c'est un frère, il est Losso, il est Naudum, il est Kakomba, il est Lamba, il est Moba, etc. etc. Cette lisibilité nous permet de mieux nous apprécier. D'accord? Alors, je reviens en disant que si la réconciliation, elle est possible, mais je voudrais dire à l'attention de notre interlocuteur que la réconciliation, c'est un long processus. Ce n'est pas un événement, j'ai toujours l'habitude de le dire. Les pays comme la France, comme l'Allemagne en a mis plus de 500 ans. Donc, nous venons d'avoir notre indépendance il y a à peine 60 ans. Nous sommes en train de construire la nation togolaise dont les bases, quand même, sont solidement jetées. Seulement, il faudrait, dans le cas spécifique de cette étude que je viens de publier, il faudrait qu'un certain nombre, qu'on ait de recul par rapport à cette appréciation que le Blanc a faite de nous, les autochtones, au moment où il était là pour nous gouverner. Alors, et ça me permet de faire une transition pour arriver en 1991, pour dire que, pour montrer pourquoi la question nord-sud a joué effectivement dans les mutations politiques à l'époque. Voilà le parti unique tant de créer le Rassemblement du peuple togolais, dont on demande la suppression. Le Rassemblement du peuple togolais fait voter, n'est-ce pas, une loi pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, du multipartisme, donc la création des partis politiques. Immédiatement, tous les cadres du Sud qui animaient le Rassemblement du peuple togolais, la majorité, quittent le Rassemblement du peuple togolais et vont créer des partis politiques de l'opposition. Le Rassemblement du peuple togolais était lézardé. Il ne lui restait que beaucoup de cadres du Nord, très peu de cadres du Sud. Conclusion, on va à la conférence nationale souveraine avec des partis politiques de l'opposition majoritairement animés par les compatriotes du Sud. Et en face d'eux, le Rassemblement du peuple togolais animé uniquement et en majorité par les compatriotes du Nord. La conférence du Nord nationale souveraine se trouve dans l'impasse immédiatement parce qu'elle a été paralysée, n'est-ce pas? Les débats ont été faits
à la lumière de ce clivage nord-sud, puisque quand tu prends par exemple le bureau de la conférence nationale, il n'était exclusivement que composé des gens du Sud. Seulement, il y avait Keteouli qui en faisait partie. Le débat a été escamoté sur la question de la réconciliation nationale et s'était focalisé seulement sur des questions subsidiaires. 99-52-10, 99-52-10. Je félicite l'auteur de cet ouvrage. Il a décrit d'une manière générale l'héritage que l'ordre colonial a laissé à nos dirigeants. À ce jour, quand tu rencontres ton frère togolais et tu lui dis je suis de telle localité et qu'il ne te connaît pas, il te demande si tu es du nord ou du sud. Le nord et le sud du Togo sont définis par rapport à quel point géographique. Il ne serait pas intéressant de bannir de notre vocabulaire ces considérations à tort ou à raison des peuples du nord ou peuples du sud pour le vivre ensemble. Merci et bonne émission. Yao Dagwe, professeur Bachana. Non, je pense qu'il a parfaitement raison. Hein. Mais là aussi, je crois qu'il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à cette question-là. C'est vrai, je le disais, son étude s'est arrêtée à 91, mais il me semble que de 91 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Moi, je ne me vois pas comme quelqu'un du Nord, mais je me vois d'abord comme citoyen togolais. Deuxième chose qu'il faut noter, et il le disait, la réconciliation, c'est un processus. On ne la décrète pas. Donc, oui, avec tâtonnement, on ira progressivement vers l'unité nationale. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un moment où il n'y aura jamais de conflit, et même si ce n'est pas un conflit nord-sud, mais des conflits socio-professionnels. Et même les grandes nations traversent encore ces crises. Qui aurait pu vous dire qu'avant Trump, que la société américaine se serait coupée en deux? Mais bien évidemment, lorsque vous analysez d'ailleurs la question du Brexit et le retrait de la Grande-Bretagne de l'Europe, vous allez vous rendre compte que même là aussi, entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, il y a encore des questions de réconciliation et l'héritage historique qui revient à la page. Donc pour dire que le processus de réconciliation ou de l'unité nationale est un long processus. On va tomber, on va se relever, mais le plus important, c'est de ne pas travailler justement sur ce qui divise, mais surtout de relever, même si c'est infime, ce qui nous unit. Et c'est là où je voudrais dire que la présentation que le professeur Ouiaou fait dans un cadre macro, lorsqu'on regarde à l'intérieur, oui, il y a eu des gens du Sud, même en 91, qui ont milité pour le RPT, voilà. Et les gens du Nord qui ont quitté le RPT pour aller militer dans certains partis politiques animés par les gens du Sud. Je pense que c'est surtout sur ces éléments-là qu'il faut travailler pour dire, oui, il y a des grandes masses, mais à l'intérieur, le processus se poursuit. Moi, je ne voudrais pas qu'on sorte de ce studio en ayant à l'esprit que le Togo serait divisé en deux, voilà. Un Nord et un qui serait opposé à un Sud, ce serait un faux débat. Oui, mais même si les réalités sont vivaces, moi, je connais un homme, un leader de parti politique de la COSA, il dit quand il rentre chez lui, on lui pose la question, mais comment lui, homme politique, il n'est pas du parti au pouvoir? Les gens s'étonnent comme si, venant de la COSA, il doit forcément faire Forcément, partie. oui, non, justement, c'est comme l'a dit le professeur Bachana, c'est justement le piège qu'il faut éviter. C'est le piège qu'il faut éviter parce que ce n'est pas parce qu'on est de la COSA qu'il faut forcément militer pour le parti qui est au pouvoir. Et vice-versa. Si le président Faure s'appuyait seulement sur les gens du Nord, il ne serait pas réélu, il ne serait pas élu au taux qui sont annoncés officiellement suite au scrutin. Si c'est les gens du Nord seulement qui l'élisaient, puisqu'il est du Nord. Vous allez me dire que sa maman est du Sud. D'accord. Mais est-ce que ça n'efface pas, en tout cas, ça n'a pas contribué à gommer dans une certaine mesure, comme le disait un ami, bon, je ne sais pas s'il a raison, il dit que le Togo de demain appartient, n'est-ce pas, à ses enfants dont les papas ou les mamans sont des deux régions. Je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison, mais est-il que je voudrais que les gens
sache que la réconciliation nationale ne veut pas dire que les forces politiques qui animent un pays doivent taire le débat politique contradictoire. On va Non. rapidement prendre ces téléspectateurs et puis dire les derniers mots. 90, 70, 75, 90, 70, 75. Il est long. Bonjour, merci pour l'émission intéressante. Je voudrais, que l'historien Wiyao revoie cette question de préjugés colonial dans le document. Les colons faisaient des comparaisons entre les deux peuples. Je ne vais pas parler de peuple ni de peuplade. Il faut savoir vraiment qu'il y avait une différence entre les deux peuples. Et ces perceptions sont coloniales. Alors, moi, je voudrais qu'on se focalise sur notre histoire actuelle. 2. L'autre élément, les hommes politiques avaient permis cette division, puisque dans les années 90, le pouvoir à l'époque n'avait pas pu arrêter les exactions sur nos enseignants qui étaient du Sud, et certains ont menacé et disaient que notre enseignants qui sont du Sud sont catégoriquement des opposants au pouvoir. La justice que la CVJR a souligné dans son document et que le H-Kroon est en train d'appliquer un peu doit être revu puisqu'il y a encore de l'injustice. Il faut que le H-Kroon relise proprement le document de la CVJR. Il y a encore d'autres recommandations qui peuvent vraiment aider à la vraie réconciliation. Nakman Tchapou, est-ce que l'administration coloniale française divisait pour régner? Non. Il faut voir déjà ce que l'administration coloniale allemande avait comme travail avec l'apparition de certaines élites. Il faut revenir un peu en arrière. Bon, que retenir de ce qu'il a dit alors qu'il ne nous reste qu'une minute chacun pour conclure cette émission? Non, pour conclure cette émission, j'allais dire que nous allons plutôt regarder le Togo d'aujourd'hui tel qu'il est en train d'évoluer dans le contexte d'aujourd'hui sur la question de la réconciliation nationale. Des pas se font chaque jour. Et ce sont ces pas-là qu'il faut capitaliser. Au demeurant, les stéréotypes qui ont été étudiés, et c'est à dessein que je me suis arrêté jusqu'en 91. Parce qu'on va sortir un autre ouvrage après. non, mais c'est à dessein, c'est en 91, effectivement, que ces stéréotypes, les conséquences de ces stéréotypes se sont mis très en lumière. Voilà. Donc, et c'est à dessein que je me suis arrêté en 91. Mais il faudrait que les amis sachent aussi que, par ailleurs, que la réconciliation nationale ne met pas fin au débat politique contradictoire, ni à une vie politique, n'est-ce pas, où le pouvoir doit être critiqué par l'opposition, et l'opposition doit faire, n'est-ce pas, son travail disons, de veille sur les actions du gouvernement. Merci, docteur Wiyao. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci, docteur professeur Bachana. Merci bien. Je voudrais tout simplement féliciter le docteur Wiyao pour cet ouvrage qui nous permet de débattre d'une question importante et dit la réconciliation et le processus de réconciliation se poursuit et doit se réaliser pour l'intérêt des citoyens que nous sommes. Oui, merci. Togo, processus de réconciliation et d'union nationale, l'épreuve des préjugés coloniaux 1914-1991, c'est aux éditions, aux presses universitaires de Lomé et Valo Wiyao. Voilà le document. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt. Merci.